Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge. Bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui sont derrière leurs écrans maintenant ou plus tard, puisqu'on sera bien sûr en replay. Si vous avez raté les autres tables rondes du Printemps de l'économie, c'est pas grave, parce que c'est la plus intéressante et la dernière euh, en ce moment, puisque on va se poser la question, ça aurait dû être la première en réalité, parce qu'on va se poser la question de ce qu'il y a derrière ce mot sobriété. Vous savez, on l'entend tout le temps maintenant ce mot. Le printemps de l'économie est très avisé puisqu'il y a des mois, le Conseil scientifique a choisi ce thème alors qu'on en parlait beaucoup, beaucoup moins. On s'est mis à en parler en gros au début de l'été. Il y a eu une tribune assez médiatisée, paradoxalement, qui a été co-signée par des grands patrons de groupes énergétiques, dont Total Energy ou Engie. Et puis ensuite, le gouvernement n'a plus que ce mot à la bouche. Et l'intérêt de cette table ronde, ce qu'on va essayer de décrypter, c'est de donner un peu de profondeur de champ dans la définition et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, d'un point de vue à la fois, puisque nous avons un plateau d'exception, à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique sur d'autres sociétés que nous connaissons mal, qui sont des sociétés sobres ou qui ne le sont pas, je ne sais pas. Et puis, bien sûr, on est au printemps de l'économie, donc d'un point de vue économique. Jean-Yves Grenier, c'est vous qui avez monté cette table ronde. Vous connaissez bien ces sujets. Vous êtes historien, vous êtes directeur d'études à l'EHESS vous êtes aussi membre du conseil scientifique du printemps de l'économie. Alors, je vais vous laisser peut-être vous présenter en deux mots, mais c'est déjà presque fait, et surtout présenter nos deux intervenants. Oui, merci. En fait, vous avez fait ma présentation. Je vais m'arrêter là. Et sinon, on a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Exay, qui est anthropologue et qui enseigne également à l'École des hautes études en sciences sociales, et Franck-Dominique Vivien, qui est professeur à l'Université de Reims. Alors, cette session a cette particularité, Pierre-Henri de Menton vient de vous le dire, que c'est la seule qui soit organisée par l'École des études en sciences sociales, dont la caractéristique est d'essayer d'avoir des regards croisés en partant de différents points de vue. Et c'est pour cela qu'il y a cette ouverture qui est à la fin, on aurait pu la mettre au début, effectivement, ça aurait été tout aussi logique, pour essayer de voir, et c'est le titre que j'ai donné à cette session, qu'est-ce qu'une société sobre? On a souvent le sentiment dans nos discussions, l'évidence est qu'une société sobre, on sait ce que c'est. Quand on multiplie les points de vue, les analyses, on s'aperçoit qu'une société sobre, c'est quelque chose de le plus compliqué. C'est un petit peu ça que je voulais voir discuter aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Petite précision, donc vous pourrez poser des questions dans la salle vers la deuxième partie de notre table ronde et derrière vos écrans via le hashtag qui doit être indiqué et pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Alors peut-être on va poser quelques jalons. Eh bien, je vais me retourner vers vous d'un point de vue historique. Non, moi, je voudrais savoir, permettez-moi juste, ce concept de société sobre, de sobriété, ça remonte à quand, en gros? Après, on va faire le tour du monde et ne vous inquiétez pas. D'accord. C'est assez difficile parce que l'idée de définir la sobriété, elle suppose qu'il y a eu excès d'une manière ou d'une autre. Et dans les sociétés à lesquelles je m'intéresse, évidemment, l'excès n'est pas encore là. Pour faire bien saisir cela, je vais prendre un exemple. Un exemple qui est un exemple d'actualité, c'est le problème des températures dans les bâtiments. Euh, et on Alors, sait- 19 degrés, on ne se rappelle plus très bien les consignes gouvernementales, c'est 19 degrés dans le salon et 17 dans la chambre ou Voilà, c'est à l'inverse, peu hein. près ça, oui. Alors, je me suis demandé quelles étaient les températures dans des sociétés plus anciennes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on percevait cette notion-là de température. Alors, c'est pas une chose facile à faire parce que on n'a pas beaucoup de moyens comme historien pour acquérir ce genre d'informations. Alors, il y a deux possibilités. Il y en a une, c'est de se retourner vers une enquête qui a été faite par le Musée des Arts et Traditions Populaires à l'époque de Vichy, entre 40 et 44. C'était tout à fait dans l'esprit de Vichy, qui a envoyé un certain nombre de jeunes architectes à la découverte du patrimoine rural français pour essayer de faire une espèce de catalogage et de description
de toutes ces maisons. Et certains de ces jeunes architectes se sont demandé quelle était la température qu'il y avait dans ces maisons. Et quand on fait le tri et qu'on ne retient que les maisons qui étaient du XVIIIe siècle, qui en règle générale, dans les années 40, n'avaient pas été transformées, on a pu faire des mesures et on arrivait en période hivernale à une température qui était de l'ordre de 12, 13, 14 degrés dans la pièce la plus chaude, et ça pouvait tomber à 10 ou en dessous de 10 dans les chambres. Donc ça donne une petite idée. On peut avoir une autre idée plus précise à partir du XVIIIe siècle, précisément parce que c'est au XVIIIe siècle qu'on invente le thermomètre, plus exactement que le thermomètre devient suffisamment fiable et suffisamment répandu pour que des gens mesurent les températures. C'est comme ça qu'on a les premières mesures directes de température. On peut avoir des idées qui remontent à beaucoup plus lointain pour les températures par d'autres biais, hein, la mesure des glaciers, ce genre de choses-là. Mais les mesures directes, c'est au XVIIIe siècle, c'est surtout après 1750 que l'on en a. Alors là, c'est assez intéressant parce que un certain nombre de contemporains ont mesuré les températures dans les maisons et ont fait un certain nombre de commentaires. Et ce qu'on constate, c'est que les températures dans les appartements bourgeois des grandes villes françaises, pareil dans les autres pays européens, en gros, la température était de l'ordre de 14 à 15 degrés, avec des différences extrêmement importantes selon les pièces, ce qui d'ailleurs est intéressant en termes d'égalité de chauffage, c'est-à-dire que ce soit dans les maisons les mieux chauffées, voire les maisons aristocratiques, aussi bien que dans les maisons les moins chauffées, on avait ce dégradé de température parce qu'on ne pouvait pas chauffer toutes les pièces. Il n'y avait pas des cheminées dans toutes les pièces. Et cette température était considérée, exactement comme notre 19 degrés, comme la bonne température. Il n'y avait pas du tout l'idée que si on pouvait chauffer plus, ce serait mieux. Pas l'idée que 19 degrés, ce serait une sorte de sobriété dans l'absolu, indépendamment des conditions historiques et autres. On considérait que 14-15 degrés, c'était une bonne température. Alors, juste pour vous donner un ou deux témoignages concrets, par exemple, un auteur qui a envoyé un texte pour la Société d'émulation de Lyon, qui avait mis au concours. Vous savez qu'au 18e, les académies de province font beaucoup de concours. Et la question, c'était est-ce qu'on est assez chauffé dans les pièces? Et lui répondait, moi, je connais bien la question. En règle générale, c'est 14-15 degrés et ça suffit bien. De la même manière, un architecte, François Cointreau, en 1793, écrit un livre d'architecture dans lequel il dit une température de 15 degrés, c'est une chaleur très douce, c'est la chaleur idéale. Voilà, alors on pourrait multiplier comme ça les exemples. Un docteur Macquart, à toute la fin du XVIIIe siècle, dit que la température dans laquelle on n'a ni chaud ni froid, c'est-à-dire notre définition du confort thermique, quand on n'a ni chaud ni froid, est celle entre 14 et 15 degrés. Donc il y a vraiment une unanimité qui tourne autour des 14-15 degrés. Et les mêmes auteurs expliquent que si la température augmente, c'est dangereux pour la santé. Et certains disent, en particulier le docteur Macquart dit, voilà, j'ai passé une après-midi dans une pièce qui était beaucoup trop chauffée, j'ai mesuré, elle était à 19 degrés, et il faut absolument pas cela, parce que la santé se détériore avec ce type de température. Voilà, donc c'est un petit constat qui est assez solide, hein, dans la mesure où ce sont des données très fiables, mais c'est un petit constat qui montre un peu que non seulement l'historicité de l'idée de sobriété, enfin ça on s'en doutait un petit peu, et l'idée que c'est pas, on a des conditions de vie qui, pour nous, sembleraient des conditions assez difficiles à supporter, et renvoient à un imaginaire culturel, un imaginaire religieux. Le froid est une valeur en soi, hein. Au XVIIIe siècle, on considère que ce qui fait référence au froid a plus de valeur parce que ça renvoie à la vertu, ça renvoie à une certaine ascèse. Et on trouve un accompagnement dans toute cette littérature sur la bonne température, l'idée que 14-15 degrés, c'est bien, mais il ne faut pas dépasser ça. Bien, je vous interromps parce que je voudrais qu'on voit avec Jean-Baptiste Exet tout à fait passionnant. Alors moi, j'ai deux réactions. Un, on a de la marge, quand même. Et deux, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la notion, bon, c'est difficile de remonter effectivement au XVIIIe siècle, est-ce qu'on parlait de sobriété, mais il y a cette notion de confort, de bonne température, où il ne faut pas commettre d'excès, d'avoir trop chaud, etc., ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Alors, vous allez me raconter,
nous raconter un tout petit peu votre vie d'anthropologue, où vous êtes allé, les témoignages que vous avez pu recueillir, et peut-être nous amener sur le terrain de cette sobriété. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre société de consommation, enfin, ou de post-consommation occidentale, ou est-ce que ce concept existe dans d'autres sociétés, peut-être en parlant, par exemple, des températures des logements? La sobriété, telle que elle a été énoncée, c'est la rencontre entre un dispositif de comptage et une subjectivité. Et comme l'a dit mon collègue, on peut vite considérer que c'est un problème de riches, parce que c'est en réaction à un excès, ou au contraire, on peut dire que les sociétés dites traditionnelles, qui n'ont pas un accès lourd aux énergies carbonées, ne sont pas concernées par la sobriété, parce que c'est un état de fait, en fait. Ce n'est pas une subjectivité qui s'exprime par là. Mais il y a une tentation autre quand on va vers l'anthropologie, c'est d'être confronté à des différences telles qu'on veut aussi, et c'est très courant ces derniers temps, trouver dans différents groupes, dans différents types de populations, des modes de vie, des ressources qui tendraient à faire de la sobriété là aussi une valeur. Donc plus du tout un état de fait accepté parce qu'on ne crée aucun excès, et évidemment pas le problème de riche auquel on est confronté nous. Moi, l'exemple auquel j'ai été confronté sont effectivement des sociétés sobres, austères ou frugales. Là aussi, il y a une galaxie de termes qui décrirait plus ou moins bien ce dont on parle, mais des sociétés qui ont mis en avant cette valeur de manque. Moi, je travaille parmi les populations pastorales du sud-ouest éthiopien, et plus précisément les Mursi, dont vous avez certainement en tête les images avec des femmes à plateau. Ils ont eu un grand succès iconographique. Ce qu'il y a de très particulier, je vais commencer par vous dire une anecdote. Il y avait une petite période de famine. Je dis une petite période de famine parce que c'est la famine structurelle qu'on appelle la soudure entre deux périodes de récolte. Il y a toujours une période de manque plus ou moins grand. Pour moi, c'était évidemment un manque abyssal. J'avais très faim et j'ai essayé, au bout de 2 jours sans manger, de négocier une chèvre auprès d'un de ces pasteurs pour évidemment la tuer et avoir 2 jours de viande. Et il ne voulait pas, me la vendre, et j'ai insisté en faisant monter le prix. La demande était bien supérieure à l'offre, et pour finir par un prix exorbitant, en me disant là, je casse l'offre, je casse le marché, je remporte la mise. Il refuse et me dit mais pourquoi est-ce que tu veux cette chair? Moi j'ai dit mais parce que j'ai faim, parce que je suis affamé, j'en peux plus. Il me dit mais c'est une tradition de chez nous, ça, avoir faim. Et du coup, c'est juste un exemple qui montre que ces personnes ont appris depuis le plus jeune âge à accepter cette situation de manque et cette situation de faim. Donc on peut le voir par un ensemble de faits dans leur vie. Le refus d'avoir des couches. Moi, je leur demande mais pourquoi vous n'avez pas des lits? Pourquoi vous ne dormez pas sur un lit de paille? Pourquoi vous dormez au sol? Mais parce qu'on est capable de le faire, parce qu'on est libre avec ça. Parce que demain on peut partir, on peut dormir n'importe où. Parce que si on part à la guerre, il faut être prêt. Et du coup, les jeunes garçons tout particulièrement mettaient un point d'honneur à dormir en plein air, sans hutte, à même le sol, sous la pluie. Donc, il y avait aussi des manières de manger. Il faut toujours manger sans se délecter, manger au plus vite, au plus fort, en montrant qu'on s'est bien rempli, mais surtout pas en montrant qu'on a profité de l'action que l'on vient de faire. Donc là, ça rentre, il y a un ensemble de pratiques qui montre aussi que ce dénuement matériel qui caractérise ces sociétés, qui sont semi-nomades... Je vous interromps, je suis désolé. Je voulais savoir, parce qu'on parlait des classes sociales, en gros, il faisait la même chaleur dans les appartements bourgeois et les châteaux, il n'y a pas tellement de distinction, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que là, le chef ou on va dire les classes dirigeantes de vos tribus, est-ce qu'eux, ils ont des couches, est-ce qu'ils ont un mode de vie différent des autres? Alors là, ils ont peut-être moins de sobriété, je ne sais pas. Alors là, c'est une particularité locale, c'est d'avoir justement une société sans pouvoir centralisé, sans différence de richesse qui va jouer en fait sur un mode de vie différent. En fait, ce qui va être l'enjeu de différence de richesse, ça va être certaines actions, certains coups d'éclat qui vont au contraire montrer des pratiques de l'excès. Mais dans ces pratiques de l'excès, ça ne va pas être des recherches pour montrer qu'on est capable de capitaliser, ça va être montrer qu'on est capable de produire beaucoup. Par exemple, les voisins nord des Mursis, alors même que la vie se vit avec cet ethos-là
d'acceptation du manque et de mise en valeur de cette frugalité de la vie, une fois par an, il y a une sorte de cérémonie dont l'objet va être une danse qui regroupe quelques jeunes hommes qui ont passé les 2 ou 3 derniers mois à boire des quantités incroyables de lait pour devenir extrêmement gros. Et l'obésité n'est pas loin, j'imagine. En tout cas, visuellement, en fait, on a ça. Et donc, c'est une manière, en fait, on pourrait dire, tiens, de jouir, de consommer en excès. En fait, c'est dans des espèces de cérémonies agonistes entre les personnes, en fait, pour montrer les capacités de production et pour montrer qu'on est capable d'avoir des dépendants. On est capable de produire un peu plus que ce qu'il faut pour faire vivre notre propre corps. On est capable d'avoir des dépendants, les dépendants étant en partie les épouses, qui elles-mêmes sont capables de produire aussi, et d'être évidemment ses enfants, des enfants. Donc ces jeunes hommes vont montrer leur capacité de production, et c'est leur corps qui va leur servir de stockage pour montrer cette capacité d'excès-là. De la même manière, on va parfois avoir des sacrifices multiples de bovins qui sont des denrées très rares. Donc on ne va jamais accepter de tuer une chèvre parce qu'on a faim. Mais si par exemple on a fait une faute, on va accepter de tuer un certain nombre de têtes de bétail pour montrer que l'on renonce à cette richesse qu'on a pu accumuler les dernières années et qu'on va se plier à l'exercice d'en reconstruire d'autres. Donc, la taxe sur les super profits, un peu ça. C'est en quelque sorte la taxe sur les super profits qui du coup sont de manière assez directe, pour tout dire, requalifiés en hyper-égoïsme, puisque l'enjeu est toujours d'arriver à capter suffisamment de richesse pour la redistribuer. Alors pas forcément pour la redistribuer généreusement, mais pour la redistribuer pour créer un réseau de personnes qui sont en dette suite à des dons, suite à des parrainages de bétail, afin qu'il n'y ait pas un effet de capitalisation tellement trop fort sur soi ou sur le bétail qu'on possède en propre, mais sur les potentiels alliés, les potentiels partenaires disséminés sur un territoire qu'on peut mobiliser en cas de besoin. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, on a une pratique d'excès qui va entraîner une violence envers soi, un tout contrôle, qu'on sait faire grossir son propre corps jusqu'à entraîner la mort dans certains cas, ou au contraire une pratique de capitalisation dont l'objet va être cette capacité à montrer à l'autre qu'on y renonce. Très bien, je vous remercie beaucoup, c'est tout à fait passionnant. On va un petit peu changer d'univers avec notre économiste. On voit venir, mais on est toujours sur les mêmes thématiques, on voit beaucoup avec ce retour de ce discours à la sobriété, on voit apparaître pratiquement dans le même temps, parallèlement, une forme de, on va dire, de lutte des classes vertes, en quelque sorte, puisque on accuse vous avez sans doute vu la carte de Paris des températures d'appartements, par exemple. Donc, on voit que tout l'ouest parisien se chauffe beaucoup plus que les autres. On accuse les ultra-riches d'avoir des jets. Donc on a le sentiment en fait que les deux pensées s'entrechoquent un petit peu. Ces deux traditions économiques, hein, celle autour des inégalités, celle de la sobriété. Et je voulais savoir, comment est-ce que vous percevez ça? Quelles sont les racines, on va dire, dans la théorie économique de cette sobriété et cette forme aussi de volonté d'égalitarisme devant la sobriété? Alors, est-ce que c'est le retour du Club de Rome? Est-ce qu'on est revenu à la pensée qu'on pouvait avoir à cette époque-là, par exemple? Alors, on va y revenir sur le Club de Rome, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une étape dans les années 70, mais je pense que ça accompagne toute la révolution industrielle, en fait, cette histoire-là. On a évoqué le 18e, mais en fait, à partir de la révolution industrielle, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Eh bien, c'est précisément une augmentation des quantités d'énergie. Et depuis ce temps-là, finalement, l'histoire du développement économique, c'est des quantités d'énergie de plus en plus importantes et qui continuent aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de promesse qui est faite, finalement, à l'avenir. L'abondance, pour utiliser un autre terme qui est revenu dans le débat, qui nous est promis. Et ce discours sur l'abondance et le caractère un peu illimité, la croissance qui voudrait offrir la société de consommation de masse, c'est ce qui s'est passé à partir du XXe siècle. Finalement, c'est bien une promesse, en tout cas pour les Occidentaux, qu'ils vont enfin pouvoir goûter à tout un tas de biens, de besoins satisfaits, et puis l'avenir ne serait que la promesse d'autres besoins satisfaits, etc. etc.
Je pense que ces discours-là, hein, qui existent depuis quelques siècles, s'accompagnent aussi de discours en fait sur la sobriété. Hein. On pourrait regarder les historiens, je pense à François Jarich par exemple, hein, un historien de l'énergie et de l'environnement, qui montre effectivement que parallèlement à ces discours de promesses assez optimistes, eh bien, il y a aussi des discours aussi de grands économistes. Hein, je pense par exemple à Jevons, hein, sur la question du charbon en 1850, qui dit oui, mais en fait, cette abondance que connaît l'Angleterre au 19e siècle, du fait de ces mines de charbon, en fait, cette abondance va finir un jour, parce que le charbon est limité, les ressources sont contraintes, et donc il y a bien la prospérité de l'Angleterre un jour qui va s'arrêter. Voilà ce qui est arrivé, puisque le pétrole est arrivé juste derrière. Hein. Effectivement. Et donc, voilà, je pense qu'on pourrait plonger, il y a probablement un travail intéressant à faire d'historien, d'économiste, d'anthropologue, pour voilà, reprendre en fait toutes ces racines historiques. Et puis, c'est vrai, de temps en temps, vous avez raison, il y a une sorte de cristallisation en fait de ce débat. Hein. Vous évoquez le Club de Rome, les années 70. Hein, et puis, c'est aussi le premier choc pétrolier, en fait. Hein. Voilà, en 72, 73, on a 2 années là tout à fait intéressantes, hein, puisqu'il y a en même temps ce discours d'alerte, finalement, sur la poursuite à long terme de la croissance. Hein. Et le Club de Rome dit il faudrait commencer à réfléchir, finalement, aux limites qu'on rentre planétaire, qu'on rencontrera nécessairement un beau jour. Hein. Et puis, il y a ce premier choc pétrolier, hein, où d'un coup, effectivement, les pays de l'OPEP décident de récupérer une partie de la rente pétrolière, hein, et donc, du coup, renchérissement du prix de l'énergie. Voilà. Et c'est vrai que ça va créer un choc important. Et la question de la sobriété va revenir dans le débat public. Hein. Ceux qui ont un certain âge se rappellent peut-être de la chasse au gaspillage. Hein, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, hein, et qui vont en même temps effectivement faire revenir la question de la sobriété. Par exemple, c'est à ce moment-là où il y a des politiques qui vont être mises en place pour l'isolation des bâtiments, hein, l'isolation thermique. Donc on a bien ce côté de sobriété qui va effectivement démarrer. Et en même temps, c'est vrai que c'est le moment aussi où, par exemple, on va accélérer le programme de l'énergie nucléaire en France, hein, et qui va nous amener aussi à installer des radiateurs électriques un peu partout. Et donc la question de la sobriété, elle va aussi être laissée de côté. Finalement, ce qu'on va chercher, c'est qu'on consomme le plus, y compris d'ailleurs pour que l'énergie nucléaire puisse trouver des relais de croissance. Le question à l'économiste, est-ce que sobriété veut forcément dire moins de croissance? Est-ce qu'on peut imaginer par les technologies, c'est un peu le discours d'Emmanuel Macron ou le Bill Gates, d'imaginer une société de croissance qui soit sobre grâce à des nouvelles technologies. On a vu le pétrole, qui est quand même très très facile à utiliser, pas cher du tout à remplacer le charbon, qui devenait de plus en plus compliqué à extraire. Le nucléaire est venu remplacer partiellement le pétrole. Maintenant, on vous parle des renouvelables, avec des objectifs extrêmement ambitieux qui ont été établis par l'Agence internationale de l'énergie. Est-ce que cette voie-là, c'est un peu le mainstream? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut imaginer une croissance sobre, ou est-ce que c'est forcément antinomique? Quand on regarde les experts, hein, il va falloir qu'on réduise en fait nos consommations d'énergie. Et je pense que ce que les technologies vont nous permettre de faire ne permettrait pas en fait de baisser suffisamment. Donc je pense qu'on est vraiment sur une vraie contradiction aujourd'hui. Le pari qui est fait, vous avez raison, hein, c'est plus de sobriété. En fait, on va optimiser nos consommations énergétiques. Hein, donc voilà, c'est plus d'efficacité, on va y arriver. Mais je pense que pour l'instant, si on veut être sur la ligne d'un facteur 4 en 2050, hein, pour respecter les objectifs de réduction des émissions de carbone, il faut diminuer véritablement nos consommations énergétiques. Et donc là se posent effectivement d'autres options que certains vont appeler décroissance ou éventuellement sobriété peut-être. Donc c'est vrai que vous avez raison, en fait, derrière ce terme sobriété, il y a différentes interprétations, il y a différentes promesses qui sont aussi en conflit. D'accord. Alors moi, je voudrais savoir, quand vous revenez d'Éthiopie, quel regard vous avez sur notre société, et avec ce mot sobriété qui est apparu, c'est intéressant de voir vous comment vous le percevez par rapport à cette société de consommation qui date en gros on va dire des années 1960, peut-être un peu avant. Enfin, là, on a eu la reconstruction puis les 30 Glorieuses. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que la prise de conscience, elle est réelle selon vous? J'aimerais bien avoir le regard de l'anthropologue.
ça va être impensif, mais c'est vrai que quand on a fréquenté des populations comme les Mursis, qui justement mettent en scène cet ethos du manque, de l'acceptation de la douleur, quand on arrive dans nos sociétés où au contraire, on a mis en scène la capacité à acquérir, à consommer et à jouir, là on a un grand Oui, écart mais il y a aussi violent. une tendance. Voilà. Il y a aussi une tendance. Il y a aussi une tendance à mettre en avant vraiment, je sais pas, les mouvements véganes ou des choses comme ça, qui sont des tendances à mettre un rejet de ça, à une tendance à mettre en avant une forme de souffrance aussi. Oui, alors après, on s'intéresse parfois à l'anthropologie donc pour trouver des exemples de personnes qui arrivent à atteindre cette sobriété. Comme j'ai essayé de le montrer, les Mursis nous donnent un exemple de personnes qui ont complètement accepté cette réduction de consommation, mais qui passe par une compréhension du monde très anthropocentrée. Là où parfois on voit d'autres exemples fournis par l'anthropologie où ça passe par une sorte d'hyperconscience, d'hypersensibilité du monde. On prend souvent les populations amazoniennes et d'autres comme étant les dépositaires de cette connaissance, voire cette préscience qui nous manquerait nous et dont eux seraient très sensibles. Une chose aussi qu'il faut bien saisir si on reprend l'exemple des Mursis, c'est qu'une des particularités, c'est que quand ils sont dans ces pratiques d'austérité, c'est évidemment envers leur propre corps, donc c'est vraiment le sujet qui reste l'unité première. Quand ils sont dans ces pratiques de l'excès, comme n'importe qui, en fait, ils le font à partir de choses qu'ils vont traiter comme des flux. En fait, le bétail est une chose impossible à capter. Il faut tout de suite le redistribuer. En fait, une des particularités qu'on a quand on vient ici, c'est beaucoup plus, pas tant la capacité de produire que la capacité de stocker. Quand on voit les pratiques des Mursis, on s'aperçoit que les pratiques d'excès comme les pratiques de manque restent à l'échelle des capacités des personnes. Alors que dès qu'on a une capacité de stockage, on peut mettre ce surplus-là. En fait, les Mursis ne peuvent pas capitaliser un surplus parce qu'il est tout de suite réintroduit dans des pratiques sociales. Tuer une partie du bétail pour capitaliser justement dans du relationnel qui est très fluide. Là où on peut produire un stockage, on désindexe la capacité de production et la capacité de consommation parce qu'on va produire quelque chose au-delà éventuel de nos besoins immédiats. Là, je reprends un argument de Testard qui montrait que c'est qu'une des ruptures du néolithique n'est pas tant le fait d'avoir domestiqué des existants, des plantes et des animaux qui ont créé une capacité relationnelle hiérarchique avec des faibles dominés par des forts, mais que c'est au contraire au niveau de la capacité de stockage qui permet de capter des surplus et de créer un autre type d'inégalité et surtout de désindexer la capacité de travail et sa consommation immédiate. Et chez les Mursis, on voit qu'il n'y a pas cette inertie, que toute la vie se vit à partir de mobilité, de refus d'acquérir pour garder des formes de liberté, des formes de circulation, de ne pas être inféodé à des lieux. Et ce qui est plus choquant dans nos sociétés, c'est pas tant les capacités de manque que l'on a, et c'est pas tant les capacités d'excès que l'on a aussi, en fait, c'est qu'elles sont tout le temps, quand on veut, et qu'on a à disposition en tout temps, en tout lieu, des capacités de faire ces excès-là, en fait. Donc c'est beaucoup plus la capacité de stockage. C'est la capacité de stockage. Oui. C'est la capacité de stockage qui produit quand même une rupture dans des modèles de société. Qui serait le contraire donc de la sobriété. Ça permet, en fait, ce que permet le stockage, c'est de produire sans cesse. Selon l'argument de Salins, qui montrait dans un livre La société d'abondance, c'est qu'il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'autres qui ont besoin de 3-4 heures par jour de travail pour subvenir à leurs besoins. Si on n'a pas de capacité de stockage, au bout de 3-4 heures, on subvient à nos besoins, on passe à autre chose. Si on a cette capacité de stockage, on peut travailler 10 heures, 12 heures, et on va produire d'autant plus. Donc c'est pas forcément parce qu'on produit beaucoup qu'on est en capacité de stocker, c'est parce qu'on crée aussi la possibilité de stocker que du coup la production n'a plus de limite. En tout cas, elle est désindexée de la capacité humaine de produire de l'énergie, des biens. Ok, je préfère réagir peut-être l'économiste là-dessus, mais juste un parallèle, peut-être un peu osé, mais le rêve des technophiles verts, on va dire, hein, par exemple, c'est la capacité de stockage de l'électricité. On n'y arrive pas hein, pour l'instant. Le jour où on pourra stocker l'électricité, on va se retrouver dans une société d'abondance énergétique automatiquement, enfin, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, où l'électricité est intermittente et de toute façon en flux. Juste sur cette...
je sentais chez l'anthropologue, ça devait résonner dans le cerveau de l'économiste, hein, parce qu'on a assisté, nous, par exemple, à des excès d'épargne absolument incroyables pendant la période de confinement, hein, des phénomènes comme ça, assez sidérants. Juste vous faire réagir sur flux et stockage et sobriété. Alors, ce n'est pas exactement les termes que j'utilise, moi, donc je suis pas exactement... Sur cette idée qu'effectivement, la sobriété serait plus une économie de flux avec au juste besoin, plutôt que de stocker et d'accumuler. Alors, voilà, c'est le terme accumulé, en fait. Voilà. C'est bon, je l'ai débloqué. Plutôt, alors, accumuler. Plutôt que stockage, c'est ça, en fait. C'est la capacité d'accumuler. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Et d'accumuler de la richesse. Et effectivement, et on arrive au capitalisme, qui est précisément le système qui met au centre, finalement, des préoccupations la capacité à accumuler les choses pour produire toujours plus, en fait. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une sorte de renversement par rapport à enfin, c'est ce qui s'explique Salins. Hein. Voilà. Alors que on a des sociétés comme ce que vous décrivez finalement, hein, qui gèrent effectivement le manque de manière complètement inversée par rapport à nous, quoi. Voilà, hein. Nous, on a l'impression que le manque, il est premier. Et donc, on se vit finalement comme des éternels insatisfaits. Hein. On a besoin de toujours plus. Et effectivement, le système économique capitaliste de l'accumulation des moyens de production promet précisément qu'on satisfera toujours plus les besoins. Alors, on va se tourner vers l'historien de l'économie, mais juste vous faire réagir là-dessus. Est-ce que c'est pas quand même une constante qu'on soit chez vos amis en Éthiopie ou ailleurs, ou dans le 16e arrondissement, de toujours quand même voir l'herbe verte chez l'autre, et il y a ce besoin d'en avoir un petit peu plus quand même, et c'est une forme d'espoir que de pouvoir améliorer sa condition. Est-ce qu'on peut se satisfaire complètement de sa condition? Est-ce que c'est pas intrinsèque à l'espèce humaine finalement d'en vouloir toujours plus? Oui, ça c'est une vaste question. Oh là, on dérive entre l'anthropologie et la philosophie, mais non, les choses que vous avez vécues, vous, non, vos témoignages. je pense qu'on voit toujours l'herbe plus verte chez l'autre qu'on connaît mal ou qu'on connaît peu, en fait. Dès lors qu'on connaît bien, on voit des choix de vie, alors des choix conscients, volontaires, ou des choix qui sont faits par apprentissage tacite de praxis et de mode de vie acquis par proprioception et ainsi de suite. Il ne s'agit pas tant de faire une hiérarchie de qui a raison et qui a tort. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le cas des Moursi. C'est ils arrivent de fait à des formes de sobriété dont on les envirait, mais au prix d'un ethos extrêmement dur à vivre. J'ai un profond admiration pour la vie de ces personnes, au point que j'en dédie beaucoup d'heures chaque jour. Je rentre, en fait. Je rentre parce qu'il y a quand même des choses qui me retiennent ici, en fait. Je n'ai pas trouvé là-bas un Eldorado qu'il n'y aurait pas ici. Ils n'ont pas de téléphone portable, par exemple, vos Morsi? Depuis très peu de temps, en fait. Depuis D'accord, très parce peu de que temps. C'est quand même l'herbe, là, elle est peut-être beaucoup plus verte quand on regarde ce qui se passe sur le monde. Pour le moment, alors c'est aussi des populations, une partie de leur dite sobriété, on va s'en tenir à ce terme, repose aussi selon l'argument de James Scott, qui a parlé d'une zone qui s'appelle la Zomia en Asie du Sud-Est, des populations qui refusaient la domination par des États, par des empires, qui sont allés dans des zones refuges et qui ont adopté des pratiques en refusant éventuellement l'écriture, une certaine forme d'agriculture, tout ce qui pouvait les inféoder et tout ce qui pouvait faire d'eux des êtres potentiellement captifs, comme un registre de naissance, des identités, des noms et tout. Chez les Moursi, on retrouve un petit peu ça, parce que c'est vrai que les biens de consommation que depuis quelques années, dizaines d'années, hein, moi en 2012, j'ai quand même eu des personnes qui me demandaient mais l'Éthiopie c'est où? Donc c'est pour dire ils sont restés en marge, mais pas par incompétence, pas par zone temporelle, mais par volonté de rester, en fait, de contourner ce type de vie-là qu'ils ne leur semblait pas si profitable que ça. Et c'est vrai que les biens de consommation justement les plus appropriés sont justement ceux qui permettent ces flux-là, en fait, les téléphones portables, les talkie-walkie, mais assez peu encore tous les biens qui permettraient des stockages. Alors évidemment, un bidon en plastique est plus pratique qu'un bidon en argile, mais toutes les matières premières qui permettraient de construire des maisons un petit peu plus dures, de se faire ces fameux lits dont j'ai manqué pendant des mois, ils en ont un refus net. Le portable, au contraire, leur permet d'augmenter cette capacité de flux et cette capacité de fuite aussi, dès lors qu'ils ont des problèmes avec l'État et tous ces acteurs exogènes qui voudraient les capter. Merci beaucoup. Alors,
on parlait là de capitalisme et sobriété. Vous êtes historien de l'économie. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation qu'effectivement l'accumulation, donc c'est le système capitaliste et donc ne peut pas être vraiment sobre, hein. Je caricature un petit peu. Oui, tout à fait. Je trouve que la discussion prend une excellente direction dans la mesure où je pense que cette articulation flux-stock explique beaucoup de choses. Alors, quant à la naissance du capitalisme, l'un des premiers philosophes qui a mis en évidence cette nouvelle économie qui est arrivée, c'est John Locke. Et John Locke a insisté sur la question de la monnaie, en disant, voilà, la monnaie, ça va permettre d'accumuler du travail. Quelqu'un qui travaillera beaucoup plus que ses besoins immédiats pourra accumuler par le biais de la monnaie. Et on sait à quel point ça va avoir un impact considérable par le biais de l'accumulation monétaire puis du capital. Et plus généralement, la logique flux-stock, elle est au fondement de l'histoire de l'énergie de nos sociétés. Parce que qu'est-ce qui bloque au XVIIIe siècle et dans tous les siècles antérieurs? C'est le fait que l'énergie que l'on peut utiliser, c'est le flux annuel que le Soleil dispense. On ne peut pas aller au-delà. Il n'y a aucune capacité à accumuler de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Comme on sait que, par exemple, au XVIIIe siècle, les énergies, ce qu'on appelle nos énergies renouvelables, c'est-à-dire le vent et l'eau, ça représente très peu de choses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne va pas redécouvrir l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est nous qui l'inventons. Parce qu'au XVIIIe siècle, c'est très peu de choses. C'est moins de 2% de l'énergie consommée vient de l'énergie renouvelable. C'est quoi les 98% Alors les 90, alors ça dépend beaucoup des gros, périodes, hein, mais en gros, si on se place bois. à la fin du XVIIIe siècle, il y a 3 types d'énergie musculaire, donc hommes et femmes et les animaux. La deuxième, c'est cette énergie renouvelable, donc vent et eau, moins de 2%. Il y a une enquête qui a été faite sur 8 pays européens, et si je me souviens bien, en 1810, ça représentait 1,7% du mix énergétique. C'est très peu de choses. Et le reste, c'est la combustion. Donc pour l'essentiel du bois, avec une particularité de l'Angleterre, puisque l'Angleterre est un pays qui se détache, et ça explique beaucoup de choses dans la révolution industrielle, puisque c'est le premier pays à avoir mobilisé très massivement le charbon. Dès 1700, c'est-à-dire une époque quand même extrêmement ancienne, dès 1700, la moitié de la consommation énergétique anglaise était assurée par le charbon. C'est Edward Wrigley qui a montré ça dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a l'objet de beaucoup de discussions. Donc, du coup, il y a une contrainte, et la contrainte, par exemple, aux températures que j'ai indiquées, qui sont socialisées, intégrées culturellement pour faire en sorte qu'on considère que 14-15, c'est très bien et qu'il ne faut pas plus. Il y a une donnée objective derrière, c'est que entre les capacités techniques et le flux d'énergie que le Soleil nous donne, on ne peut pas dépasser cette quantité-là. Et quand on a commencé à essayer de la dépasser au XVIIIe siècle, entre autres pour des raisons démographiques, et que l'on a beaucoup plus utilisé de bois dans la plupart des pays, qu'est-ce qui s'est passé? On a une pénurie de bois, une très forte augmentation du prix du bois, et le premier siècle de la pénurie en matière énergétique, c'est le XVIIIe siècle. Et si on a utilisé de plus en plus le charbon après, c'était pas du tout pour passer d'un régime sobre à un régime plus consommateur, c'était pour assurer, pour garantir ce que j'appelle régime de sobriété pour rester dans le langage des printemps de cette année, mais c'était pour garantir ces 14-15 degrés. Et Londres, l'Angleterre a été le premier pays à connaître une très forte déforestation, pour les raisons que l'on imagine assez bien. C'est un pays qui n'avait pas beaucoup de forêts. Londres est la première ville au 18e à se chauffer assez massivement au charbon. Et c'est une réponse au fait que le prix du bois augmentait considérablement en Angleterre, augmente considérablement en Chine. C'est un des arguments de Pomerantz pour dire que le régime de consommation chinois, n'ayant pas le charbon de l'Angleterre, a rencontré une limite et ça n'a pas permis de passer à un autre régime de consommation. Enfin, tout ça pour dire que la logique flux-stock est fondamentale et ce qui va transformer radicalement le monde économique et le passage au capitalisme dans le domaine de l'énergie, c'est de passer de flux d'énergie fixe, le soleil,
a la possibilité de consommer un stock accumulé sur une période très très longue, stock que l'on est en train d'épuiser, même si On c'est... essaie de retrouver par le stockage d'électricité. Exactement, par mais le exemple. stockage d'électricité, c'est une façon de retrouver exactement le problème que se posait le mix énergétique du XVIIIe siècle. Une petite virgule, on retourne chez vous, chez vos amis. Là. Chez C'est eux. quoi le mix énergétique comment ils font leur cuisine, ils font chauffer des aliments, etc. Est-ce qu'il y a du bois Alors, il y a évidemment du bois pour il en reste faire autour, cuire. Il en il n'y a reste. pas de problème de parce pénurie que- Non, aussi parce que c'est un mode de vie très particulier, parce qu'il y a des grands écarts, en fait, et des pluies erratiques. Donc, il y a eu une capacité d'adaptation assez grande. En fait, il faut multiplier à la fois les types d'aliments qu'on peut avoir. Donc, il y a de l'agriculture, de la cueillette, de la chasse, de l'élevage, et il y a de la mobilité très très grande, quoi. Donc, c'est une population très répartie sur un territoire. Donc, il y en a partout très peu, en fait, avec une densité très faible. Là, c'est musculaire. Et avec la particularité aussi de ne pas se servir, pour le coup, de l'énergie musculaire des bovins, qui ne sont pas pensés comme étant une capacité de travail, et qui sont pensés, comme je l'ai montré de manière extrêmement brève, non pas tant comme une capacité de stockage en tant que portion de protéines disponibles, en fait, mais comme des personnes qui vont les aider à procéder à ce processus de cueillette. Au niveau intentionnel, comparé à d'autres types d'élevage, on peut avoir l'impression qu'en pratique, les faits sont à peu près les mêmes, des personnes qui gardent des troupeaux, qui font grossir, qui les reproduisent. Au niveau intentionnel, ça va être davantage des troupeaux qui vont fournir du lait. La viande est quelque chose de pas très élevé dans l'ordre symbolique et d'absolument pas recherché. Par contre, c'est le lait. Et donc, on va avoir une manière de connaître l'environnement et de vivre le paysage comme des chasseurs-cueilleurs qui vont cueillir avec l'aide de ces bovins-là, qui sont très pratiques parce qu'ils sont eux-mêmes l'outil de transformation de l'herbe en lait, en fait. Donc on a aussi, ils fournissent des exemples, plein de petits intermédiaires dans nos catégories très grandes, entre il y a les chasseurs-cueilleurs d'un côté, les éleveurs de l'autre, les agriculteurs de l'autre. Là, on a des populations qui explosent un peu tout ça, du coup, qui se servent de leur énergie à eux, et l'énergie des bovins dont ils se servent, c'est en fait davantage pour transformer l'herbe en lait que pour faire de l'agriculture. D'accord, merci beaucoup. Alors, la question simple, c'est est-ce que le capitalisme peut être sobre ou il est par essence, il ne marche que avec un objectif de croissance et d'accumulation? Ça, c'est une question à laquelle... Je vais lui poser aussi, mais Alors, on va dire avec le regard historique et puis le regard de l'économie, disons c'est de la qu'avec théorie économique. avec le regard de l'historien, et ça reprend une question qui a déjà été abordée à d'autres sessions ici, moi je fais une observation très empirique, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre la croissance du PIB et la croissance de la consommation énergétique. Et cette décorrélation, on n'a jamais été capable de la faire. Alors j'ai entendu à la session précédente le représentant de l'ADEME, qui est bien placé en tant que représentant de l'ADEME, nous dire qu'on est en train de travailler à cela. C'est un problème absolument colossal, mais historiquement, le capitalisme est d'abord un capitalisme de l'énergie. Voilà. Je ne sais pas ce que Franck-Dominique pourrait dire. Est-ce qu'on peut avoir un capitalisme sobre? Le capitalisme, il a quand même quelques avantages, dont certains pragmatismes et capacité de s'adapter à différentes situations. On l'a vu. Il y a eu des guerres mondiales, des cracks. C'est la grande question à je ne sais pas combien. Je ne vais pas mettre une somme, mais... C'est pratiquement une des dernières questions du printemps de l'économie. Donc là, il faut nous donner une réponse et puis on va laisser la parole à la salle. Non, je n'ai pas de réponse à donner. Je pense que c'est ça le grand pari. En tout cas, c'est la promesse que maintenant il nous fait. C'est une capacité, justement, enfin, les arguments, vous les avez donnés, hein, sa grande capacité de plasticité, d'adaptation à tout. Et donc, on arriverait, alors je ne sais pas s'il va être sobre, mais en tout cas, il serait écologique, quoi. Voilà. Est-ce qu'il faut y croire? Alors, on termine sur une question. Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions derrière vos écrans ou dans la salle, c'est le moment. Il faut qu'on se lance. Ben, voilà, monsieur. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Il y a un micro dans la salle. C'est peut-être mieux qu'on puisse bien l'entendre. Voilà.
Alors, d'abord, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Alors, c'est assez amusant que vous finissiez sur le capitalisme parce que je viens de publier un article sur LinkedIn qui a eu un succès incroyable. Parce que, en fait, je disais que l'usage du mot capitalisme, en fait, était assez contre-productif et qu'en fait, il faudrait distinguer dans le système dans lequel on vit les différents éléments, à savoir, par exemple, le système de marché qui permet de résoudre certains problèmes, et à côté, par exemple, le système de financement, les marchés financiers, etc., qui sont quelque chose de beaucoup plus récent. Et donc, si on arrive à distinguer tous les éléments, peut-être qu'on peut arriver à trouver un système qui, effectivement, soit beaucoup plus durable. Mais il y a quelques éléments à enlever du système actuel. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le capitalisme, si ça a du sens de dire que c'est le capitalisme qui pose problème, en fait. Ok. Peut-être juste- on peut déjà répondre là-dessus, non? Vous avez une autre question? En fait, pardon. il y avait une question derrière, mais en fait, je suis en train d'écrire un autre article qui, en fait, l'idée, c'est on vit probablement une micro-parenthèse de l'histoire. Et en fait, si on regarde bien comment les humains ont vécu, en gros, jusqu'au 16e, 17e, 18e siècle, et ce qui s'est passé à partir du 19e, 20e et jusqu'au 21e siècle, on se rend compte qu'on est parti dans un grand délire. Et notamment, c'est marrant, dans l'article, il y a quelque chose sur les températures. Effectivement, l'être humain a la capacité de s'adapter à des variations de température phénoménales, ne serait-ce qu'avec ses vêtements. Et on n'a absolument pas besoin, effectivement, d'avoir 19 degrés en permanence dans tous les bâtiments. Et notamment, un élément qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a chauffé les corps et non pas les pièces. C'est-à-dire qu'on se réchauffait auprès, par exemple, d'un foyer, mais il n'était pas du tout question qu'une grande pièce comme ça soit chauffée de partout exactement à la même température. Ça n'avait aucun sens. Donc, il y a plein d'éléments comme ça où on va peut-être aller rechercher dans le passé des choses qu'on est capable de faire et finalement des choses, on est allé chercher un confort dont on n'a vraiment pas besoin. Ce sera peut-être ça la sagesse de l'avenir. Voilà, En merci s'inspirant des beaucoup. Alors, populations il de y ça. avait deux, je vais traduire en questions, si vous Bien le sûr. permettez. Une, déjà, sur ce terme un peu fourre-tout de capitalisme. Est-ce que vous considérez qu'il y a effectivement différents systèmes, comme le pense monsieur, qui sont côte à côte et peut-être des excès, les marchés financiers court-termistes, mais il y a une économie sociale et solidaire à côté, un monde associatif, par exemple en France, est extrêmement important. Comment est-ce que vous percevez ça? Parce que nous, on est un peu systémique, c'est vrai, là, dans l'approche. C'est une question difficile, hein, bien sûr. C'est-à-dire que nos économies, vous avez raison, elles sont en même temps très capitalistiques d'un côté, et puis il y a des systèmes de redistribution aussi qui fonctionnent. Par exemple, la sécurité sociale, c'est pas un système capitaliste, c'est autre chose qui est en train de fonctionner. Vous parlez de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vrai que vous avez raison. Si on commence à rentrer un peu dans le détail, on va s'apercevoir que c'est pas un pur capitalisme où on ne serait que des entrepreneurs, chacun. Enfin voilà, c'est des systèmes qui sont complexes, mais quand même globalement, il y a quand même une logique capitaliste. Si on regarde l'ensemble des biens, des services qui sont produits, globalement, quand même, c'est extrêmement présent. Alors après, vous avez raison, ça. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse enlever des morceaux, mais ce qu'on peut peut-être par contre observer, c'est que le capitalisme du XVIIIe siècle n'est pas exactement notre capitalisme du XXIe siècle. Enfin, vous évoquez effectivement ce capitalisme financier qu'on a vu arriver, monter en puissance à partir des années 80-90. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que capitalisme, en même temps des choses qui restent un peu telles quelles. On a parlé de l'accumulation du capital qui reste au-delà des âges, je dirais, le principe de base. Et en même temps, les formes que veut prendre le capitalisme ont quand même évolué de façon considérable, quoi. Donc, ça renvoie à cette question de la plasticité. Après, est-ce qu'on peut enlever des morceaux comme ça? Peut-être, je sais pas. Après, c'est compliqué. Ça tient aussi ensemble, tout ça. Et ça évolue avec le temps. Mais enfin, ça peut être une piste sur laquelle il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus Et précisément. alors, l'autre question, c'était plus pour l'historien. C'était est-ce que finalement, on ne vit pas une petite parenthèse là qui a commencé en gros à la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Et alors, bon, je sais pas, derrière, il y a question, il y a aussi, est-ce que c'est la fin de cette parenthèse, quoi? Oui, alors, est-ce que c'est la fin de la parenthèse? Je ne sais Parce pas. qu'en gros, Mais- hein, on vit jusqu'à la guerre, avant la guerre de 14, on vit pas très différemment d'avant, quoi, du point de vue, on va dire, de la sobriété, alors, peut-être, sauf certaines couches sociales. par rapport à la sobriété, c'est compliqué. Ça dépend si on se place au niveau des représentations, la façon dont on vit l'activité économique, ou si on regarde tout bêtement des statistiques économiques. Où là, le changement serait dans les années 1860. Hein.
La vraie révolution industrielle, c'est vraiment les années 1860. C'est aussi la grande période de Jevons, de l'utilisation massive partout du charbon. Le changement se fait là. Mais par rapport à la question de la sobriété, si on regarde les analyses qui sont, disons, dominantes aujourd'hui chez les historiens, en particulier les historiens anglo-saxons, ce qui est l'élément déterminant du passage des économies, entre guillemets, pré-industrielles aux économies entre guillemets capitalistes, c'est à partir des années 1750 ce qu'ils appellent la révolution de la consommation, la Consumer Revolution. On observe dans les inventaires après décès, dans beaucoup de pays européens, qu'après 1750, on a une augmentation de la consommation de biens matériels. Non pas des biens matériels nouveaux, sophistiqués, des biens matériels tout à fait traditionnels, mais au lieu d'avoir le minimum, on va avoir un peu plus que le minimum, c'est-à-dire des produits traditionnels, mais en nombre plus grand. Et l'idée de ces historiens de l'économie, c'est de dire que ce qui va être l'élément qui va débloquer la situation, c'est le fait que les gens vont augmenter leur demande. Et à partir du moment où on augmente la demande, ils vont être incités à travailler plus. Et effectivement, on constate qu'après, on n'a jamais travaillé autant dans les sociétés européennes qu'entre 1750 et 1850. Et leur explication, c'est de dire qu'on a voulu, pour le prendre en termes dans les termes du débat d'aujourd'hui, on a voulu changer d'un système de sobriété avec des biens durables. Typiquement, les biens de la dot, ce sont des draps, du textile, des choses qu'on garde pour la vie. On passe à des choses qui sont beaucoup plus concernées par la mode. C'est dans les années 1750 que se développe beaucoup de marchés de l'occasion, parce qu'on veut changer, on veut transformer les choses. Ce changement, c'est quelque chose qui est typique de la fin du 18e, et c'est ça qui va permettre la transformation de la demande, et donc ce stimulus qui va conduire au capitalisme. Donc cette notion est intéressante. Je ne sais pas si on peut accorder crédit à ces historiens, mais ils sont assez dominants aujourd'hui sur ces questions-là, mais de mettre l'accent sur une volonté qui relève plus d'une transformation de nature anthropologique. Je suis prêt à travailler plus parce que je veux consommer plus. Comme quoi Nicolas Sarkozy n'aurait pas tout inventé. Donc la parenthèse est en fait encore plus petite que ce qu'on évoquait là, 1860. Oui. Ah oui, alors de ce point de vue-là, le problème c'est de savoir si on est dans un monde qui change réellement ou pas. Parce que si on imagine, par exemple, dans une période relativement brève, une transformation de notre capacité à produire de l'électricité et à la stocker, on pourra tout à fait reprendre le chemin de croissance antérieur. Il n'y aura pas de... c'est ce qui s'est passé avec le passage du bois au charbon au XVIIIe siècle. Une question, est-ce que les sociétés que vous étudiez, la société que vous étudiez, est-ce qu'elle change? Parce qu'on a l'impression que c'est immuable, comme vous le décrivez. Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis des millénaires? Ou est-ce qu'il y a aussi des phases de changement, d'accélération, des parenthèses, comme dit monsieur? En fait, le changement, pour le détecter, pour éventuellement le quantifier, il faut avoir deux états. Évidemment, ces gens-là, on les connaît par l'anthropologie et même par d'autres types de personnes depuis relativement peu de temps. C'est des cultures qui laissent assez peu de traces matérielles. Du coup, on peut remonter dans l'histoire, dans l'archéologie de manière très faible. Ce dont on est sûr, c'est que le peu de traces qu'ils laissent ont témoigné d'un dynamisme extrêmement fort. Et les Mursi, je vais vous donner un petit scoop qu'on présente dans la littérature, les livres de Salgado, de Hans Sylvester, comme des sociétés descendants de la reine de Saba, tout un tas de trucs comme témoins de l'aube de l'humanité. Ils ont 150 ans. Voilà, c'est un autre groupe qui, à travers Solomo, c'est un front pionnier qui a traversé un fleuve et qui a créé des sections territoriales et des clans et tout, qui ont quelques dizaines d'années de vie. Donc évidemment, ça se modifie, mais ça se modifie de tout temps, en fait. C'est juste que les modifications dont on parle pendant le XXe siècle, parmi ces populations qui ont fait l'âge d'or de l'ethnologie, c'est des modifications légèrement téléologique, puisque de meilleure inclusion dans une économie de marché et d'allant vers de la propriété foncière, des cadastres, de l'enregistrement des identités, du salariat et tout. Donc c'est des changements qu'on était beaucoup plus capable de détecter comparé à d'autres types de changements qu'on est moins capable de détecter, mais qui sont évidemment là en fait de tout temps. Ok, on va prendre une question de Madame. Voilà. Hop, vous avez le micro à côté. Que je me lève, je crois, pour la question de caméra. Je me pose une question et je vous pose cette question. La sobriété, je me demande si elle ne va pas s'installer spontanément. Je discutais avec ma voisine qui n'est pas de la même génération que moi. Et
Bon, quand le mur de Berlin s'est effondré, je me souviens, à l'époque, je courais dans le parc de Saint-Cloud avec Alain Juppé. Et le matin, au petit matin, quand on est allé courir, je lui ai dit, c'est une catastrophe, le mur est tombé, mais on n'a pas de réponse. Parce que ces gens, ils vont venir et puis ils vont voir qu'on est dans l'erreur inverse de ce qu'ils ont connu, mais voilà. Parce que nous, on est dans le monde soi-disant libre, qui a l'économie libérale, et cette économie libérale, elle repose sur tout un ensemble de postulats qui sont assez faux. Et elle les a fait fonctionner en faisant des abus, un petit peu comme on voit en ce moment dans le métavers, hein, mais ce n'est pas notre sujet. En particulier, elle a tout basé sur la croissance du PIB. Pour pouvoir investir, il faut être dans un pays où le PIB est en croissance. Voilà. Et pour assurer la croissance du PIB, on a utilisé stimuler les capacités des 5 péchés capitaux de l'individu, en supposant que l'individu est égoïste, égocentrique, etc., etc. Or, en fait, c'est absolument faux. L'homme n'est pas du tout égoïste. C'est le seul mammifère qui n'a que son cerveau pour se défendre. Et donc, il est obligé de faire tribu. Et vous voyez bien de quoi je veux parler, il est obligé de faire tribu pour assurer sa survie. Il est obligé d'être créatif et réactif, hein, et ce n'est pas un individu qu'on fait fonctionner dans le système métro, boulot, dodo. Et donc, les générations qui arrivent, elles n'en veulent pas de ce système. Oui, non, mais ça y est, c'est fini. Question, oui. Ma question, j'ai posée au départ, hein, c'est cette sobriété, est-ce qu'il faut la forcer? Moi, j'ai l'impression que les générations qui arrivent, elles disent, mais c'est quoi ces conneries, hein? Nous, on va faire le modèle qui nous va, et ils vont revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que l'homme parmi les mammifères? Très bien. Si vous permettez, on va laisser nos intervenants réagir. Alors, est-ce que la sobriété est forcément subie? Est-ce qu'elle peut être voulue? Est-ce que tout d'un coup, on peut se dire on va devenir sobre? Ou c'est parce que c'est un état de fait, effectivement, comme à Berlin-Est, on était sobre? En tout cas, il y a bien ces deux dimensions-là, quoi. C'est-à-dire que la précarité énergétique, ça existe. Elle est probablement en train de se renforcer aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait des évolutions des points de vue énergétiques. Voilà. Donc cette dimension-là, je pense qu'on ne va pas y répondre. Si on voit les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui, par exemple, sur l'Angleterre, c'est assez impressionnant quand même, hein. Donc voilà. Est-ce que c'est ça? Effectivement, ça va s'imposer parce que la précarité énergétique est déjà présente et elle va revenir encore plus. Et puis, il y a effectivement ceux qui choisissent, éventuellement. Voilà. Après, le problème, c'est les marges de manœuvre dont on peut disposer parce que voilà, ce qui me questionne, moi, dans ce qu'on évoque, c'est comme si ça relevait du choix individuel, finalement, et éventuellement d'une sorte de morale. Enfin, ça fait écho à ce que vous disiez, quoi. Hein, voilà. Comme si c'était finalement la bonne vie que moi, je dois inventer, et que si tout le monde invente... En fait, nos choix, ils sont très contraints par des décisions collectives. Donc la sobriété, c'est forcément lié à une forme de contrainte, en fait. C'est parce qu'on n'a plus d'énergie ou qu'elle est trop chère qu'on va devenir sobre. Non, c'est-à-dire que sinon on ne peut pas changer complètement nos choix, je pense. Il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas de notre simple arbitre. Voilà, parce que les infrastructures sont celles-ci, les types d'emplois qui existent sont ceux-là, les modes de transport sont ceux-là, enfin, etc. quoi. Et donc, on est obligé de composer avec tout ça, quoi. Donc, ce n'est pas simplement une question de morale, même si éventuellement cette dimension-là elle est présente, hein. Mais je dirais, elle ne se suffit pas pour résoudre la question de la sobriété. Voilà, ce n'est pas seulement une question de morale. Est-ce que ça peut l'être ou c'est forcément une contrainte, la sobriété? Je vais vous laisser réagir tous les deux là-dessus. Ça sera notre conclusion. Ça me laissera le temps de réfléchir. Rapidement. D'un coup, moi, j'ai pas le temps de Parce réfléchir. Mais vous avez un pied dans chaque monde quand même, si je puis dire. C'est quand même intéressant d'avoir un des effets de contraste assez saisissants quand on vit dans un monde comme le nôtre et qu'on fréquente de près un autre type de fonctionnement, c'est la place des techniques. On est dans des mondes où on a une hyper usage des techniques, alors des techniques, des machines, des machineries, des trucs, mais avec le paradoxe très étrange qu'on les voit d'autant moins qu'on s'en sert plus, en fait.
il y a un effet de masquage de toutes les infrastructures, Voilà, de toute la machinerie continuité de énorme. mon corps, C'est ça. c'est ça. Voilà. Oui. Et d'une certaine façon, il faudrait, pour la petite part, là je suis assez d'accord avec mon collègue, pour la petite part qui nous appartient de baisse de consommation énergétique, arrêter de se faire duper en quelque sorte par toute cette organisation de vie et par tous ces progrès immenses en design, que tout ce dont on se sert n'a pas une origine extrêmement laborieuse qui passe par des machineries et par des processus de transformation lourds. Quand on a un Mac, c'est pas seulement une plaque satinée, grise en fait. C'est des métaux précieux, c'est du commerce international, c'est un fil électrique qui s'enfonce pas dans la terre et puis il part, et par magie, il y a une chose. Et on a eu des vraiment effets de design qui nous masquent tous ces processus-là. Si au lieu de faire venir les camions citernes qui réapprovisionnent les stations-service, on les faisait venir en pleine journée, on se rendrait compte du côté laborieux, coûteux pour l'humain, pour les processus. Si on était un peu gêné par les processus dont on se sert, alors qu'on a fait tout un siècle de design qui nous a justement masqué toutes les machineries qu'on utilise à plein. Ça permettrait de faire des prises de conscience qui seraient directement réintégrées dans des pratiques, parce que ce ne seraient pas des contraintes imposées par un en haut, comme un maître d'école qui veut moralement nous réorganiser, mais qui mettrait, on met au premier plan la contrainte que vous voulez pour avoir la vie que vous souhaitez. Et là, on se rendrait compte de la lourdeur de ce qu'on demande un petit peu plus. Et ça pourrait modifier C'est ce en qu'on partie voit, les consciences. par exemple, dans l'étiquetage des produits maintenant, où on met la consommation, etc. C'est un peu cette logique-là. Alors, est-ce que la sobriété, Je répondrai en un mot est-ce que assez... c'est une morale ou est-ce que c'est une contrainte économique, point final, et puis, En fait, il y a eu on est en train de vivre un grand renversement parce que au 19e siècle, l'idée du progrès économique, donc la mobilisation de toutes ces énergies, c'était le progrès social. Et le progrès social, c'était le progrès de la consommation. Pour Marx, passer du socialisme au communisme, c'était de libérer les contraintes de la consommation pour que chacun puisse jouir et posséder selon son envie. Et toute l'organisation du système capitaliste, le développement de la publicité, du marketing, était évidemment là pour contrer les risques de surproduction qui ont toujours menacé le capitalisme. Ces risques de surproduction devaient se transformer en progrès social. Chez Marshall, c'est tout à fait caractéristique. Marshall considère que la révolution industrielle anglaise au 19e siècle, ça permet le progrès de la consommation des classes populaires. Et l'interrogation sur les consommations, qui n'est pas nouvelle, dans les années 70, les sociologues, Baudrillard, des gens comme ça, tous les économistes autour de la... Voilà, c'est ça. Simplement là, maintenant, ça cristallise et on passe d'une velléité à quelque chose qui certainement est beaucoup plus durable. Eh bien, je vous remercie. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les trois et je vais accueillir Pierre Pascal et Mathias Emmerich. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, voilà. Alors, c'est le grand moment. C'est le point Pierre-Henri, final. c'est le grand moment. Et ce que je voulais dire, c'est à quel point cette session de l'HESS avait été absolument passionnante. Et je souhaiterais que tous les étudiants d'économie en ce moment bénéficient de l'enseignement dont j'ai moi-même bénéficié quand j'étais étudiant, puisque on faisait de l'économie, mais on faisait énormément d'histoire économique. On avait des enseignements d'anthropologie et à quel point on sortait de la fac d'éco avec une vision interdisciplinaire. C'était l'époque aussi où on parlait beaucoup plus d'économie politique que de sciences économiques. Ça m'a rappelé d'excellents souvenirs. Cette session est passionnante et j'invite les jeunes à regarder beaucoup les sciences sociales. En anthropologie, il y a plein de places, c'est absolument fabuleux. Et franchement, avant Parcoursup, étudiez bien vos choix d'études et choisissez vos désirs et choisissez ce qui peut vous enrichir. Et les sciences sociales, ça peut contribuer à cela. Et Pierre-Henri, quand tu as dit au début, ça aurait pu être la session introductive, eh bien, figure-toi que j'ai quasiment regretté. C'est vrai que ça aurait pu être la session d'ouverture où on aurait pu commencer, donc toutes mes excuses, voilà. Et c'est vrai que ça aurait pu être prochaine. Le HESS pourrait ouvrir avec des regards croisés sur toutes les sciences sociales. Exactement. Effectivement, je pense qu'on gagne beaucoup
Allez voir ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé, ce qui se passait il y a 2 siècles, ou ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres. Mathias, peut-être un petit mot. Très rapidement, juste d'abord pour remercier Pierre-Pascal Boulanger pour l'organisation de ce 10e forum. Ensuite, pour dire à tout le monde qu'on a un petit pot qui vous attend dehors. Vous dire que moi, j'ai pas pu assister à tout, mais j'ai trouvé que cette session était particulièrement passionnante. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que l'économie est d'abord une science sociale et que les éclairages des autres disciplines sont essentiels. Je pense qu'il y a un éclairage qui est aussi passionnant sur cette question de la sobriété, qui est celui de la démographie. Parce que je pense que la transition démographique est maintenant très solidement engagée. Il y a énormément de continents qui sont en déclin démographique et de pays très riches. Est-ce que la richesse ne va pas aussi, et l'excès de richesse avec des effondrements démographiques? Je pense au Japon. Il y avait une table ronde là-dessus, sur la démographie. Et non. Eh ben alors, c'est pour la prochaine fois. Mais à culpa. On a décliné en 30 sessions, mais c'est vrai qu'on a eu 2 oublis. La démographie, et on a oublié la dimension juridique. On aurait pu faire parler effectivement les juristes. On sait que les juges ont condamné à plusieurs reprises, par exemple, l'État pour inaction climatique. Et c'est vrai qu'il y a toute une dimension juridique qu'on a oubliée, mais à culpa, mais on fera mieux l'année prochaine. Juste pour conclure sur la dimension démographique, il y a à la fois la transition démographique, je pense au Japon, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense aux anciens pays de l'Est qui ne font plus d'enfants et qui sont en train d'imploser démographiquement. Ou la Chine. La Chine en fait partie, on voit les évidemment. Qui sont croisés avec évidemment. Mais je pense aussi à l'anxiété climatique, qui est un phénomène qui monte. Et quand on écoute un peu nos enfants, beaucoup disent moi, je ne vois pas pourquoi je ferais des enfants dans cette situation, dans cette planète. Peut-être un, mais 2 à peine. Enfin, c'est une génération où cette question de la reproduction est très présente et proche à la situation dans laquelle on est. Situation qui va dans la mauvaise direction. Il y a encore un article du Monde, je crois, hier ou aujourd'hui, qui dit on est en France dans une situation où maintenant on pense qu'on aura 3,8 degrés de croissance de la température à la fin du siècle. Donc le scénario à 1,5 auquel on s'accroche est peut-être déjà un scénario du passé. Et mon autre réflexion, c'est que le sujet de la sobriété, évidemment, un sujet du moment. Ce qu'on voit très clairement, c'est que quand l'énergie devient plus rare et plus chère, en réalité, on ne laisse pas les mécanismes de marché fonctionner. C'est-à-dire qu'on subventionne massivement les énergies fossiles. Il faut savoir qu'il y a déjà 6 trillions de dollars tous les ans de subventions aux énergies fossiles, mais au moment où l'énergie fossile devient plus chère, ces 6 millions deviennent peut-être 6 trillions, deviennent 7, 8, parce que on est dans un système, comme l'a dit un des intervenants, dont on ne peut pas s'arracher à l'énergie fossile. Car le système, au-delà de nos volontés personnelles, c'est un système qui existe. Le système automobile, il existe tel qu'il est, et les gens sont captifs de ce système. Donc la vérité, je crois, c'est que malheureusement, on n'a pas fait beaucoup d'efforts depuis 20 ans. Dans 10 ans, quand le printemps de l'économie fêtera sa 20e année, il faudra avoir réduit la production de CO2 de moitié, à peu près. Et c'est un défi incroyable parce que ça veut dire qu'il faut faire 5 à 10% de baisse des émissions de CO2 tous les ans. Tous les ans. Donc l'effort qu'on fait en ce moment, il faut le répéter tous les ans pendant les 10 années à venir. Et jusqu'à maintenant, comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure, on n'a jamais su le faire. Eh bien voilà, sur cette note optimiste, un dernier mot de la fin. Oui, un dernier mot. Merci à nos auditeurs. On a été aussi nombreux sur le volume de l'ensemble de l'opération que les années précédentes. Donc merci de votre intérêt pour le printemps économique, mais surtout pour les choses sociétales et politiques au sens noble du terme. On ne vous lâche pas, on revient en 2023. Merci à nos partenaires, merci bien évidemment à notre mécène principal, Omnes Éducation, de soutenir une belle opération comme cela, et à tout bientôt. Au revoir.